Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième atelier RB. Aujourd'hui, nous allons parler de la cybersécurité, comment protéger nos données en entreprise et dans nos institutions. Et pour en discuter, en débattre, échanger, ce matin, nous accueillons Maître Sabine Marcelin, Marc Germain qui est donc consultant, Nassira Salvan qui est docteur en informatique, présidente fondatrice du Cercle des femmes dans la cybersécurité, François-Xavier Vincent, qui est directeur de la sécurité informatique chez Oudrive, Benjamin Malo, notre adjoint au maire et qui nous accueille, qui est notre partenaire, donc la mairie du 17e, et en maître de cérémonie Emmanuel Lafont, notre partenaire Spart RH. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Rosie Bordet, fondatrice de l'agence RB et Associés. Nous avons initié les ateliers RB il y a cela 3 ans avec la mairie du 17e, les affiches parisiennes et également Spart RH. Nous accueillons de temps en temps d'autres partenaires par rapport au thème que nous traitons. Ce matin, la cybersécurité, c'est vraiment un sujet plus que d'actualité. On voit bien qu'aujourd'hui, entreprises, privées, peu importe, institutions, nous sommes tous concernés par ce problème. Je dis problème parce que, voilà, ce qui dit problème, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut se protéger. Il faut également, je pense, être informé de la pédagogie et encore une fois, nous sommes tous concernés par le sujet. Je vais passer la parole à Benjamin Malo pour un petit mot et peut-être aller davantage dans le sujet. Et Emmanuel Lafont prendra les rênes, on va dire, de ce débat. N'hésitez pas à envoyer vos questions et puis d'intervenir si vous avez des remarques, des questions ou autres. Voilà, bon débat et puis je vous dis à la fin pour la conclusion. Merci. Merci beaucoup, chère Rosie. Bienvenue à toutes et à tous, soyez habitants ou entrepreneurs ou entrepreneuses du 17e arrondissement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer chaque mois. Je crois, Rosie, si je ne me trompe pas, oui. nous en sommes au 13e atelier sur un sujet cybersécurité. Donc, comme vous le savez, Rosie vous l'a expliqué, c'est un rendez-vous pour les entrepreneurs, mais aussi pour tous les citoyens sur des thématiques avec une table ronde à chaque fois très, très bien qualifiée, très, très bien quantifiée avec des experts. Un rendez-vous qui est très important pour nous, tu l'as dit, chère Rosie, pour Geoffroy Boulard et l'équipe municipale. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque au-delà de ces thématiques qui sont importantes, qui sont à chaque fois intéressantes et bien placées, j'ai envie de dire, en termes d'agenda, c'est le networking, c'est réseauté. Le 17e, c'est 24 000 entrepreneuses et entrepreneurs avec 53% de femmes. Donc voilà, elles sont bien représentées et un arrondissement qui a vraiment un bon tissu dynamique en termes d'entreprise. La cybersécurité, alors personnellement, je ne suis pas un expert, mais c'est pas tout à fait vrai, je suis en train de le devenir. Comme vous le savez, j'ai aussi une casquette entreprise, je travaille dans le groupe Stellantis depuis 20 ans. Et chaque mois, depuis maintenant, j'ai envie de dire 2 ou 3 ans, nous avons une formation obligatoire en e-learning sur la cybersécurité et où nous sensibilise à la protection des données et y compris non seulement avec du e-learning, j'ai envie de dire statique, mais aussi grâce à du gaming qui est proposé dans le cadre de ce qu'on appelle l'université Stellantis. Donc c'est une université interne à l'entreprise et voilà, et on est sensibilisé et c'est très important parce qu'effectivement, on a quand même des données qui sont assez sensibles dans ce secteur industriel. Juste un autre mot qui est très intéressant et qui est un fait important pour comprendre aussi l'ampleur. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un siècle de données, des données qui étaient d'abord dans le secteur de l'entreprise. On l'a vu encore dernièrement, il y a encore quelques années aussi sur des campagnes politiques, puisqu'on peut faire à chaque fois le lien. Et on sait qu'aujourd'hui, la donnée, on l'utilise maintenant, j'ai envie de dire, dans tous les secteurs, y compris donc effectivement, alors c'est de la politique, mais c'est surtout au sens du lien avec les citoyens, avec les habitants. On le voit aussi sur d'autres paramètres, c'est-à-dire qu'il y a eu des diplômes, des filières qui ont été créées sur la cybersécurité, et on voit aussi que c'est un marché j'ai envie de dire très porteur en termes d'emploi. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu crucial. La donnée est importante, il faut la protéger, il faut mettre en place des solutions et je crois que nos experts vont nous éclairer ce matin sur ce qui est possible de faire et peut-être revenir aussi sur des notions pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce que la cybersécurité et quels sont les enjeux. Voilà, merci beaucoup Rosie.
je vais passer la parole à notre modérateur préféré, Emmanuel Lafont. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier R&B. Donc, on va parler de cybersécurité parce qu'il faut quand même reconnaître que la crise sanitaire que l'on est en train de vivre maintenant depuis plus d'1 an a eu un effet indéniable sur notre société parce qu'entre confinement, bien entendu, télétravail et rupture économique, on s'est rendu compte que la digitalisation ou la numérisation de nos activités avait fait un bond. C'est-à-dire qu'on estime que la révolution numérique a fait 2 ans en un sur l'année 2020 et 2021 qui arrive. Cette révolution sociétale et économique est source d'opportunités, mais aussi malheureusement de menaces. L'actualité en est pleine. On voit des cyberattaques sur les hôpitaux, dont le rythme a doublé. On voit aussi des problématiques, des tentatives d'intrusion, je suppose que vous tous, vous en avez déjà eu, ou des escroqueries et autres phishing qui pullulent aujourd'hui sur le web et sur nos boîtes mail. Donc, pour faire face à la menace, le gouvernement a réagi avec la création du campus cyber à la Défense, sous le patronage de Michel Van der Berg, qui est directeur d'Orange Cyberdéfense. Et au-delà des collaborations entre les grands groupes, les PME et les startups, le campus cyber permet également la mise en place de formations, car aujourd'hui, on estime qu'il manque plus de 4000 postes d'experts en cybersécurité. 4000 postes d'experts en cybersécurité qui manquent, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on a une vraie faille de sécurité vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des pirates. Ce défi ne peut être bien entendu réalisé et réussi que si on arrive à créer des vocations en cybersécurité. C'est donc ce dont on va parler. Alors, plusieurs questions se posent et c'est les thèmes qu'on va creuser ensemble lors de cet atelier avec nos experts. C'est est-ce qu'il existe déjà un cadre juridique? Est-ce que l'État et la loi nous protègent bien ou pas? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de creuser? Est-ce qu'il n'y a pas une limite au fait que les réseaux ont comme particularité d'ignorer les frontières? Donc, on verra peut-être la limite du modèle. Quelles sont, comme tu disais, Benjamin, les bonnes pratiques à avoir, les bons réflexes pour éviter de se retrouver avec sa Dropbox piratée et perdre toutes ses données, comme un expert comptable à qui je dédie un grand salut et bon courage. Et puis, également, est-ce qu'on a des retours d'expérience? Parce que c'est bien de se dire, voilà ce qu'il faut faire, etc., mais j'aime bien quand les gens disent, voilà quand ça plante, voilà ce qui se passe, et voilà comment on a essayé de s'en sortir. C'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, au final, on parlera aussi des métiers de la cybersécurité, parce que s'il manque au moins 4000 experts aujourd'hui en cyber, ça veut donc dire que le marché il est vraiment ouvert et qu'au travers de la crise économique qu'on est en train de se prendre, et c'est que la première vague, il y en aura d'autres, croyez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour recruter de l'expert en cyber? Je dis bien recruter de l'expert, des hommes et des femmes. Justement, on verra, est-ce que c'est un métier qui est assez féminisé ou pas? Et donc, du coup, pour se lancer dans la partie, on va attaquer directement la loi, l'arsenal juridique qui est là pour nous protéger normalement, sachant que qui dit pour porter plainte, il faut avoir un vrai préjudice. Donc, je vais laisser la parole à Nassira au début. Pour pouvoir se protéger, moi, si on vole mes données, je n'ai pas de préjudice. Au final, la loi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Est-ce qu'il y a quelque chose, un cadre qui existe? Nassira, tu veux intervenir? Oui, peut-être Sabine, la question est pour Sabine, avocate plutôt, oui. Je pense qu'elle est plus compétente pour moi sur le sujet. D'accord, Sabine, à toi. Oui, merci Benjamin. Alors, cette question, c'est à quoi sert le droit en fait? Comment utiliser le droit pour renforcer la cybersécurité? La première question qu'on peut se poser, avant de voir comment le droit est utile en cas d'incident, c'est pourquoi on doit protéger, pourquoi les entreprises, les institutions ont l'obligation de protéger leurs informations. Alors bien sûr, c'est parce que c'est leur responsabilité, parce que si leurs données sont détruites, elles peuvent créer des dommages pour elles-mêmes, pour leurs utilisateurs, pour les tiers. Mais aussi parce que la loi, de différentes manières, oblige les institutions à protéger leurs informations. Et il y a de plus en plus de textes qui vont dans ce sens. Alors, bien sûr,
Tout le monde connaît le RGPD qui protège les données personnelles, et les données personnelles sont partout, je dirais. Et ce texte de 2018, il a beaucoup fait parler de lui, mais il n'était pas si nouveau parce que la loi française Informatique et Liberté, qui existe toujours, qui a été rénovée par ce RGPD, depuis 1978, elle obligeait les organisations à protéger les données personnelles. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, même si ça a été largement renforcé par le RGPD, qui maintenant prévoit des obligations de sécurité renforcées et des sanctions importantes. Mais il n'y a pas que ça. Vous connaissez certainement la directive NIS ou SRI, Sécurité des réseaux et de l'information, qui elle-même est déclinée dans les États membres européens, notamment en France au travers de la loi de programmation militaire. Pas vraiment nouveau non plus, puisque depuis 2013, certains établissements qui sont appelés les OIV, opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les entreprises nécessaires à la résilience même de l'État, elles ont des obligations particulières pour certaines de leurs applications, des obligations renforcées. Et là, l'État va intervenir à la fois pour contrôler et pour les assister au travers de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information que vous connaissez. Et puis, il y a d'autres règles, je ne vais pas bien sûr toutes les énumérer, mais des règles sectorielles dans le domaine des données de santé, dont on parle beaucoup actuellement, dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances, etc. Donc, pourquoi il y a ces règles? Et il y en aura d'autres qui vont arriver dans le domaine des objets connectés, dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que, en fait, les États et l'Union européenne ont intérêt à ce qu'il y ait une résilience de l'État, des structures étatiques. Et donc, l'État encourage le développement de mesures de sécurité de l'information. Alors, ça c'est le premier rôle du droit, c'est-à-dire le droit, il va pousser à encourager ou forcer à élever le niveau de sécurité. Mais alors, le droit, il sert aussi, il peut servir autrement à protéger les données. C'est-à-dire que les organisations peuvent utiliser des moyens juridiques, là c'est une autre approche, c'est leur choix, c'est leur intérêt pour renforcer la sécurité de leurs informations. Alors comment? Bon, bien sûr, déjà en étant en conformité, parce qu'être en conformité, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, mais ça représente un avantage parce que ça va nécessairement pousser, renforcer la sécurité de l'information. Il y a d'autres moyens. Il y a l'élaboration de règles internes, c'est-à-dire que l'entreprise peut là développer des règles sous forme de directives, chartes, qui sont bien adaptées à ces pratiques et qui vont permettre de faire connaître les moyens de sécurité et de les renforcer et de créer des obligations ou des interdictions pour les utilisateurs, les salariés, les intervenants, et ça va contribuer là aussi à créer à assurer la sécurité. Et puis, là, on parlait plutôt de règles internes, mais l'entreprise, puisqu'elle est responsable, elle a intérêt aussi à créer un écosystème de responsabilité et à développer des règles contractuelles, c'est-à-dire elle va travailler avec des prestataires, des fournisseurs, elle va échanger des données, bien sûr, avec des clients, des partenaires. Et donc là, dans les contrats, c'est un moyen aussi de renforcer les échanges en exigeant le respect de normes, le respect de règles, pour que ces partenaires avec qui nous échangeons de l'information aient eux-mêmes développé un niveau de sécurité dans les échanges. Et enfin, troisième point, comment en pratique le droit peut être utile? Parce que là, j'ai parlé de règles, ici, des règles européennes, des règles nationales, internes. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, déjà, pour conclure, c'est que la mise en conformité, c'est lourd, mais c'est aussi une chance. Il faut aussi le voir comme une évolution de la culture, une évolution des connaissances qui vont permettre de développer la conscience des acteurs. Ensuite, et ça a été dit précédemment,
c'est l'opportunité de former, parce que lancer une charte comme ça ne sert à rien, mais si on explique pourquoi, si on discute les modalités d'une charte, c'est l'occasion de faire mieux connaître les menaces, les solutions, les protections. Et puis enfin, je dirais que, puisque j'ai parlé de responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité de la direction, la cybersécurité, c'est, je pense, l'affaire de tous. C'est-à-dire que, encore une fois, la formation, les échanges, la conscience de l'utilisation des mots de passe, tout simplement, de techniques beaucoup plus sophistiquées, eh bien, c'est vraiment l'affaire de tous. Et je conclurai sur ce point qui sera certainement relayé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais alors, si je comprends bien, le droit, donc, non seulement il nous protège, mais en plus, il nous oblige en plus à nous protéger. C'est comme si on avait une loi qui disait, pour ne pas te faire cambrioler, je vais te mettre une loi pour t'obliger à mettre un système d'alarme et de fermeture devant ta maison. Et attention, si tu ne mets pas le système d'alarme, tu es hors la loi. Ça devient un peu rock'n'roll. François-Xavier, vous qui êtes consultant, enfin adjoint, directeur de la sécurité informatique au sein d'U-Drive, vous en pensez quoi de tout ça ? Tout ce qu'a dit Sabine est complètement pertinent. Je voudrais compléter pour parler peut-être aussi des juridictions applicables, parce qu'on a parlé de loi européenne, de loi française, mais il y a d'autres blocs étatiques qui ont des lois extraterritoriales. On pense à nos amis américains. Donc, je trouve qu'il est très important de se poser la question de à quelle juridiction mes données potentiellement sont-elles soumises. Alors, ça nous ramène au concept à la mode de souveraineté. Alors, il y a beaucoup de fantasmes et de définitions. Moi, j'aime bien reprendre la définition qu'on a donnée Guillaume Poupard, donc le directeur général de l'ANSSI, en ouverture des assises de sécurité en octobre 2020. Pour lui, la souveraineté, c'est être maître de son destin. Ça veut dire que la souveraineté européenne, parce que, voilà, comme le disait aussi quelqu'un de Microsoft aux assises, pour parler de souveraineté, il faut en avoir les moyens. Donc, la France par rapport aux États-Unis, excusez-moi, mais je ne joue pas la même cour. Mais donc, une souveraineté, ça serait plutôt au niveau européen. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la fermeture aux partenaires non européens, ce n'est pas le protectionnisme qui empêche les autres de rentrer. Par contre, ça exige que la réglementation applicable soit principalement européenne, particulièrement pour tout ce qui touche aux données sensibles. On l'a vu, il y a une vraie prise de conscience. L'été dernier, il y a eu tout un bruit avec la validation du Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'était un accord entre les États-Unis et l'Union européenne pour garantir une protection adéquate des données personnelles des citoyens européens aux États-Unis, une sorte d'équivalence au RGPD. Eh bien, la Cour de justice a jugé que les droits des citoyens européens ne sont pas protégés de manière adéquate, avec tous les outils de surveillance, le Patriot Act, le Cloud Act, etc. Et bien sûr, théoriquement, il y a des recours, mais il n'y a pas matériellement de recours possible des citoyens européens pour leurs données personnelles. Donc, on voit que c'est dans une évolution politique de fond, je dirais. On a vu que les commissaires Breton et Vestager ont appelé depuis maintenant plusieurs mois l'Europe et les membres de l'Europe à regarder avec lucidité la nature des relations internationales et les rapports de force, donc de privilégier des atouts européens avec une vraie réciprocité. Et dans la donnée, c'est encore loin d'être le cas. On a le RGPD, qui est aussi quelque chose de portée extraterritoriale. Toute entreprise qui veut fournir des services à un citoyen européen doit respecter le RGPD. Mais bon, voilà, donc tout ça pour dire, et je ne vais pas être trop long, mais ça montre qu'il faut être très lucide quand on fait appel à un prestataire, un fournisseur qui est soumis à la législation américaine. Et dans le concept américain, toute US person est soumis à cette législation américaine, et ils ont une définition très, très, très large. Si vous êtes une filiale d'une boîte américaine, vous êtes américain, aux yeux de la justice américaine. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel aux sociétés américaines. Des fois, peut-être malheureusement, je dirais, il n'y a pas d'alternative. L'alternative à Microsoft Office, c'est peut-être Google Document, mais bon, ça reste quand même extra-européen. Voilà. Faut pas exclure des prestataires, il faut juste y aller avec conscience des risques associés et de leur acceptabilité dans son cas particulier. Parce que, voilà, en fait, ça revient à se poser la question. Comme on connaît la proximité qu'il peut y avoir entre la justice américaine, les services américains et les entreprises américaines, on l'a vu avec le cas Alstom, il faut se poser la question, est-ce que finalement c'est acceptable si d'une manière ou d'une autre, les informations que je confie à un fournisseur, un partenaire US dans ce cas-là, se retrouvent entre les mains potentiellement de mes concurrents. Voilà. Pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas les gentils Européens, les méchants Américains. Il faut juste savoir quelle est la solution qui répond le mieux
on appelle mon appétit au risque. C'est-à-dire, est-ce que ma donnée sensible, je peux la faire traiter sans souci n'importe où, enfin plutôt par n'importe qui, parce qu'on parle de localisation entre parenthèses, mais c'est un peu illusoire. Certains sont rassurés, oui, mes données, tel fournisseur américain m'a garanti que mes données resteront en Europe. So what? Du point de vue, si c'est un fournisseur américain, du point de vue du juge américain, c'est sur le territoire américain. Donc, voilà, toujours faire attention. Hein, est-ce que potentiellement mes données, ça pose un problème si elles sortent un peu de chez moi? Et parce que, évidemment, ils prendront des engagements contractuels. Sabine a très bien parlé, on peut très bien se sécuriser avec des exigences contractuelles qui imposent un certain nombre de choses, le fait de ne pas diffuser mes données, par exemple, sans mon accord explicite. Et vous avez d'un côté un contrat, et de l'autre côté, vous avez une loi, et vous avez une loi d'un État, et l'équilibre des normes, je dirais, la primauté sera jugée par un juge américain. Donc, on peut imaginer qu'ils vont juger que la loi américaine l'emporte sur un contrat fait en Europe. Voilà. Donc, je ne suis pas juriste, mais c'est quand même ce que j'ai compris qui est le risque qu'on avait. Donc, voilà. Juste pour conclure ça, moi, je dirais que on est dans un moment où, ça a été d'introduction, on adopte de plus en plus de solutions numériques, et ces solutions numériques, qu'elles soient en local, en cloud ou n'importe où, sont indispensables dans la transformation moderne. Mais le pire des dangers pour l'adoption de ces solutions, c'est l'incertitude, c'est le doute. Le doute, c'est le poison de la confiance. Donc, on a besoin de cette confiance pour développer des solutions qui bénéficient à l'ensemble de la société. Et il faut aussi peut-être avoir une volonté politique pour privilégier parfois des solutions, peut-être, comme le disait aussi Guillaume Poupard, un petit peu plus chères, un petit peu moins bonnes, mais parce que, à terme, si on leur fait confiance, on investit dans ces solutions, ben, ils pourront avoir une alternative de très bon niveau à des solutions qui ne sont pas européennes. Donc, évidemment, ça a besoin d'un soutien politique, parce que si je suis une entreprise privée, je cherche la meilleure solution à l'instant T. D'accord. Dire, je vais prendre telle solution parce qu'à terme, ce sera une bonne alternative et je suis un bon citoyen. Voilà, j'ai aussi des actionnaires, j'ai aussi des employés à payer, donc je prends le meilleur rapport qualité-prix. Sabine, vous aviez une... Il y a besoin, je vais m'arrêter là. Il y a peut-être besoin juste un complément sur ce que François-Xavier explique. Évidemment, le droit est indissociable des rapports géopolitiques. Effectivement, le Privacy Shield a été invalidé parce que, comme ça a été dit, en fait, la Cour de justice européenne a considéré qu'en fait, les données n'étaient pas assez protégées parce qu'il y avait cette communication potentielle aux agences gouvernementales américaines. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en pratique? On est dans une phase où nous n'avons plus de texte et les opérateurs américains n'ont pas de moyens simple d'être en conformité avec le RGPD, et les entreprises européennes, quelle que soit leur taille, sont très gênées parce qu'elles n'ont pas d'assurance, de sécurité juridique, et en se disant que si leurs données sont effectivement dans l'espace américain, elles sont protégées et elles sont en conformité avec le RGPD. Et donc, il y a un avis qui a été publié du Comité européen à la protection des données en novembre 2020 et qui précise les conditions dans lesquelles le transfert, donc le stockage auprès d'une société américaine notamment, pourrait être conforme au RGPD. Donc, c'est juridico, comment dirais-je, technique, puisque les exigences sont techniques et sont d'un très haut niveau. Donc, un rapport du Comité européen à la protection des données. D'accord, merci beaucoup. Alors, Marc Germain, vous êtes consultant en cybersécurité. Votre opinion là-dessus? Alors, les aspects juridiques sont très importants, mais quand on fait appel aux juristes, généralement, c'est qu'il y a déjà le feu à la maison. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir à faire intervenir les pompiers et donc envisager la sécurité informatique dès qu'on est dans le cadre de l'entreprise. Finalement, aujourd'hui, tout est informatique, donc la sécurité informatique, elle va de soi. C'est un vrai sujet. Alors, de quoi parle-t-on? Parce qu'il faut savoir que la sécurité informatique, c'est une chaîne. C'est une chaîne avec plusieurs maillons.
dont le premier maillon, ce serait la sécurité hardware, c'est-à-dire la sécurité du matériel. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on est victime d'une attaque, ça peut être à partir du matériel, des équipements. On peut attaquer s'il y a une faille, par exemple, sur un microprocesseur, et là, pénétrer vos systèmes. Le deuxième maillon, c'est la sécurité logicielle, et il en va de la qualité du code source, parce que, toujours pareil, au sein des outils logiciels que vous utilisez, quand il y a un bug, c'est facile, c'est une erreur qui se voit, donc on va la corriger. Mais quand il y a une erreur qui ne se voit pas, ça s'appelle une faille, et là, c'est une porte d'entrée pour des gens qui seraient malveillants. Et c'est un des enjeux majeurs de la sécurité informatique. Le troisième maillon, c'est la sécurité des réseaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous captez de l'information sur le net ou que vous voulez en émettre, eh bien, vous utilisez des tuyaux, et là aussi, il faut que ces réseaux soient protégés. Alors, le meilleur moyen, ce sont les firewalls, etc. Et ça fait appel à des spécialités et à des métiers de la cybersécurité, on en parlera plus tard, qui sont différents. Mais le dernier maillon de la chaîne, c'est le comportement des utilisateurs de vos outils d'entreprise. Et cette hygiène comportementale est déterminante parce qu'on s'aperçoit que dans la plupart des cas, la plupart des brèches de sécurité, il y a le comportement humain, et ce serait le comportement humain qui serait le maillon plus faible. Donc là, il y a un très gros effort à faire d'éducation et d'apprentissage d'une hygiène informatique qui finalement tient du bon sens. Parce que, y compris pour les entreprises, en fonction de votre activité, vous avez des besoins accrus ou non de sécurité informatique. Et il s'avère, par exemple, que dans l'entreprise, tout n'est pas à protéger. Vous avez des informations cruciales, vos brevets, vos procédés de fabrication, etc. Et si on devait faire une évaluation de l'information qui est à protéger dans l'entreprise, elle équivaudrait à 5% de la masse des informations dont vous disposez. Alors, il y a une différenciation à faire du niveau de sécurité en fonction de votre activité et de la détermination des informations qui sont vraiment à protéger ou non. Voilà, c'est juste l'intervention que je voulais faire à ce stade de la conversation. D'accord, merci beaucoup Marc. Mais alors, bon, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Donc, pour vous protéger, la loi t'oblige, il va falloir te soumettre au règlement, il va falloir que tu as intérêt, sinon je te préviens. Mais bon, ok, alors au quotidien, si je ne veux pas stresser, si je veux juste avoir des bons réflexes, qu'est-ce que je peux faire tout simplement pour être serein sans partir non plus dans les 12 travaux d'Astérix ou d'Hercule pour pouvoir m'en tirer? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être serein. Nous sommes dans une ère des objets connectés et du zapping. Or, la télécommande universelle, c'est votre téléphone portable, votre smartphone. Aujourd'hui, à partir du smartphone, vous faites tout, vous travaillez, mais vous gérez aussi votre quotidien. Vous avez accès aux notes de vos enfants à l'école, vous pouvez gérer la température de votre appartement vous pouvez fermer les stores si ils sont connectés, vous pouvez surveiller le domicile à partir de la vidéo, et vous pouvez avoir accès à tous vos outils d'environnement professionnel. Donc, ces outils et ces téléphones sont les premiers maillons, si vous voulez, de la chaîne de la connexion. Et eh bien, ces outils ne sont eux-mêmes pas sécurisés. Donc, vous ne pouvez pas être serein. La plupart des grosses affaires de cybersécurité ou des affaires qui ont défrayé la chronique partent d'un comportement humain qui n'est pas approprié et sans que la personne par laquelle soit venue soit particulièrement malveillante. Je prendrai l'exemple d'une entreprise qui avait un très fort niveau de sécurité, et le simple fait qu'une stagiaire ait connecté son smartphone pour le recharger à l'ordinateur a permis d'entrer dans leur système. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la sécurité aujourd'hui, elle est à un niveau très faible. C'est pour ça qu'il y a un besoin accru de différentes spécialités à tous les niveaux, que ce soit le niveau de l'équipement de son entreprise, au niveau des réseaux, donc,
des connexions, et puis au niveau aussi des logiciels que l'on emploie. Par exemple, l'outil logiciel que nous employons pour nous parler aujourd'hui est un outil qui n'est pas fiable. C'est-à-dire que si un esprit malveillant voulait s'introduire à la conversation ou tout simplement l'écouter, il pourrait le faire. Alors, comme c'est une réunion publique, ça n'a aucun intérêt pour nous de la protéger. Mais si c'était une réunion confidentielle, il ne faudrait pas utiliser l'outil que nous utilisons actuellement. C'est du bon sens. Voilà. Et c'est pour ça que le niveau de protection doit être adapté à ce que l'on veut faire sur le réseau. D'accord. Donc, si je résume bien, entre malveillance et innocence, on a d'un côté des systèmes insuffisamment sécurisés ou toujours en course après des gens malveillants qui veulent rentrer dans les systèmes ou acquérir des données ou des informations qu'ils ne sont pas censés avoir. Et d'un autre côté, on a des gens soit innocents, soit pas forcément honnêtes, qui peuvent en même temps oblitérer une belle organisation simplement en voulant recharger son portable. Nassira, vous en pensez quoi? Pardon. Oui, pardon. Oui, justement, c'est tout ce qui vient d'être dit. Je suis totalement en phase. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est c'est quoi, c'est la cybercriminalité aujourd'hui? Pourquoi tout le monde court derrière ça? Parce qu'il y a de l'argent, parce que derrière, on va voler les données qu'on va vendre ailleurs. Il y a aussi l'espionnage économique, l'espionnage industriel. Il y a aussi les cyberguerres, carrément. Donc, la guerre demain, je pense, la troisième guerre ou la quatrième guerre mondiale, elle sera sur les smartphones et sur les réseaux, et on voit très, très, très bien. En fait, on va partir d'un constat très, très simple. Nous, les hommes et femmes de la cyber qui sommes là pour protéger nos systèmes d'information, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de l'État aussi, parce que la menace touche l'individu, touche l'entreprise et touche l'État aussi. On est là face à des cybercriminels ou à des criminels du cyberespace qui, eux, ont le temps, vont avoir les moyens, vont avoir une vision et un objectif clair. Je sais, je veux rentrer dans une entreprise, je sais par où rentrer, à quelle heure, ce qu'il faut que je fasse. Nous, de l'autre côté, on ne sait pas par où il va venir. Donc, on est obligé de regarder toute la chaîne, de faire attention à toutes les fenêtres et à toutes les portes. On ne sait pas à quelle heure il va arriver. On ne sait pas comment et quand il va rentrer. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il reste quand même quelque chose, je ne vais pas être alarmante, mais ils ont quelque part une marge de manœuvre un peu avancée par rapport à nous qui sommes dans la protection. Et c'est ça qui est difficile un petit peu, même très difficile dans notre métier, d'autant plus qu'on l'a très très bien vu avec la crise sanitaire, l'ouverture du système d'information aux télétravailleurs. Il faut savoir que précédemment, système d'information était un château fort, fermé partout, avec une seule porte. Je sais qui rentre, qui sort. Je sais comment surveiller ce point. Un jour, on a ouvert le système au cloud, on a ouvert le système aux utilisateurs, aux fournisseurs, aux partenaires, aux clients. Et comme on a ouvert énormément de portes, on a ouvert aussi des vulnérabilités. Les systèmes ne sont pas aujourd'hui, on va dire, même si on est dans les clouds, on est ouvert vers les clouds, on se dit cloud sécurisé, je veux bien. Après, moi, j'aime bien faire une toute petite métaphore par rapport, pour mieux comprendre, en fait, le processus de cette cybersécurité, cybermenace et cyberprotection. Je prends la métaphore d'une maison. Moi, demain, je veux protéger ma maison. Je commence par d'abord identifier qu'est-ce qui a de la valeur, comme disait Marc. On ne peut pas tout sécuriser. Je vais chercher les actifs qui ont de la valeur, qui méritent d'être protégés. Et j'accepte de perdre le reste. Je vais les protéger contre qui? J'ai des éléments de valeur chez moi que je veux protéger contre le facteur, contre le voisin, contre le chien du voisin. Et contre qui? Contre le salarié qui est mécontent, contre la concurrence, contre le cybercriminel qui cherche de l'argent avec des ransomware, parce que derrière,
quand même, c'est juteux. Pourquoi ils font des ransomware contre les hôpitaux aujourd'hui? Parce que les hôpitaux sauvent des vies. Ils sont obligés de payer, les hôpitaux. On ne dit pas tout, mais il y en a beaucoup qui sont en train aujourd'hui de prendre des assurances en Bitcoin pour pouvoir payer les cybercriminels. Et le troisième, une fois qu'on a identifié ce qui a de la valeur, et contre qui je veux protéger ce qui a de la valeur, on va protéger, comme le disait très bien Marc, on va mettre en place des firewalls et de la technique et de la technologie, mais surtout, sensibiliser les utilisateurs. Derrière toute attaque, il y a le click-souris. Il y a un clic, on a cliqué sur une pièce jointe, on est allé sur un site infecté, on a téléchargé une application comme cette application, la fausse application Stop Covid installée sur le smartphone qui vole les données bancaires, tout type de données et qui peut même intercepter les communications. Une fois qu'on a fait toute cette protection, et c'est pas uniquement, encore une fois, la sécurité, c'est pas de la technique, c'est du bon sens, c'est comment se protéger et protéger ce qui a de la valeur, et bien sûr rester vigilant. On reste vigilant, on met ce qu'on appelle de la surveillance, on met une caméra pour surveiller qui rentre, s'il y a des voleurs qui rentrent chez moi, et là c'est pareil, on fait de la surveillance, et là probablement les entreprises mettent ce qu'on appelle des SOC, des Security Operations Center, pour surveiller. Puis l'autre axe, c'est intervenir au niveau des incidents, et je reviens sur un point très important. On va peut-être, pardon de t'interrompre, on passe la parole à François-Xavier et puis tu reprends après, comme ça on équilibre le temps de parole. François-Xavier, vous aviez la parité des minutes. Non, mais moi j'écoutais, c'était très intéressant. Tant pis, tu continueras après, Nassira. En fait, moi je veux dire juste, en fait, ce que dit Nassira et c'est ce qu'on dit Marc, c'est avoir une approche par les risques. Et c'est ça qui est indispensable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en effet voir ce qu'on appelle parfois quels sont mes joyaux de la couronne. Quelles sont les informations, les services essentiels dont j'ai vraiment besoin pour fonctionner mon business ou ma vie ou quoi que ce soit. Et donc après, on utilise les bonnes solutions à bon escient. C'est ça qui est important. Et en effet, on parle de la technologie est indispensable. On ne peut pas se passer de la technologie, mais il y a le triptyque qu'on parle souvent, people, process, technology. C'est-à-dire que la technologie n'est utile que si on a les bons process pour l'utiliser, parce qu'on sait à quoi elle sert et que les gens sont formés pour le faire et comprennent pourquoi ils le font. Parce que sinon, l'être humain est malin. Il va toujours chercher à bypasser. Moi, dans une ancienne entreprise, on avait bloqué les ports USB. C'est plus trop à la mode, mais on avait bloqué les ports USB. Les gens qui avaient besoin d'échanger des fichiers de grande taille et qui n'avaient pas, comme maintenant, des solutions dans le cloud pour le faire, utilisaient des cartes SD, des cartes de téléphone, des cartes mémoire, parce que ces cartes mémoire n'étaient pas bloquées. Voilà. Donc, il y a toujours, si les gens ne comprennent pas pourquoi on leur met des contraintes, et si on ne leur donne pas surtout les moyens de travailler de manière la plus fluide possible, les gens vont trouver des façons, pas forcément sécurisées, et ce n'est pas pour être nuisible, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes ou méchants, c'est parce qu'ils ont besoin de bosser. Parce que la communication a besoin d'envoyer une vidéo à quelqu'un d'autre et que la vidéo, on peut l'envoyer qu'avec telle ou telle façon. Donc, et pour revenir au sujet people, moi, je fais des formations aux nouveaux arrivants dans mon entreprise et je leur dis, en fait, qui est en charge de la sécurité dans l'entreprise? Ils se regardent entre eux, ils disent, toi? Je dis, non, c'est vous. C'est tout le monde dans l'entreprise qui est en charge de la sécurité. L'équipe sécurité, ils sont là pour fournir de l'expertise, de l'accompagnement, mais c'est chacun à son niveau, dans son métier, à qui on fait confiance pour gérer des données, gérer des services qui sont cruciaux pour l'entreprise. Il y a des données des clients, il y a des données de l'entreprise. Donc, chacun doit avoir conscience de ce qu'il est en charge de la sécurité également. Voilà. Donc, pour conclure cette brève intervention, moi, pour ceux qui regardent le Bureau des légendes, il y a une phrase qui m'a marqué qui c'est « Ne baisse jamais la garde ». Voilà, ne baisse jamais la garde. C'est vrai que c'est le message à garder en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parano, quoique un petit peu. Mais voilà, avant de cliquer, je me pose des questions. Et dans le doute, j'en parle à des gens qui savent. C'est ça le sujet important. Et ne pas faire confiance par défaut, malheureusement, à des gens qu'on ne connaît pas ou lorsqu'il y a des choses un peu bizarres. Faut rester éveillé. Il faut éviter la routine qui empêche de rester curieux. Et c'est par cette faille-là que pénètrent des attaquants. Comme le disait très justement Nassira, ils ont un boulot plus simple, les attaquants. Ils ont besoin de trouver une faille pour rentrer. Nous, on doit tout surveiller. Donc, c'est quand même plus compliqué. Donc, on a besoin que chacun dans l'entreprise, dans la maison, dans l'organisation, se sente concerné et contribue à cette protection globale de l'entreprise. Nassira, pardon de t'avoir interrompu, mais par rapport à… Est-ce qu'elle m'entend ou pas?
Si, Oui. je suis là, j'entends. D'accord. Je dis par rapport à ce que vient de dire François-Xavier, et il y a vraiment aussi une question de pédagogie, de formation, d'information. Qu'est-ce que tu peux… Oui, alors si je peux finir juste ma phrase de tout à l'heure sur la résilience, j'aimerais qu'on revienne sur un point très très important quand on sécurise un système, revenir sur la résilience, c'est-à-dire moi je peux être attaqué à tout moment, on peut pas dire la sécurité absolue n'existe pas. Maintenant, si je suis attaqué, comment je redémarre mon système? Et d'ailleurs, l'exemple d'OVH aujourd'hui, hein, c'est public ce que je suis en train de dire. Toutes les entreprises qui avaient leur système d'information chez OVH avec le feu, s'ils n'avaient pas de sauvegarde d'ailleurs, voilà, ça fait une des parties très très importantes, c'est la résilience des systèmes. Pour revenir aux formations, en fait, le cabinet Venture américain prévoit 3,5 millions de postes ouverts dans le monde, bien sûr avec l'accroissement des cyberattaques et les systèmes qui ne sont pas assez sécurisés, et les universités et les qui forment pas assez, les écoles qui ne forment pas assez. Il faut savoir, sur 6 000 postes ouverts en France, on forme que 1000, uniquement 1000 par an, et ce qui fait qu'on a un énorme déficit en termes de formation. Donc, c'est vrai qu'il faut commencer par là. Et est-ce qu'il faut faire, Bac plus 11 pour devenir expert en cyber? Non, pas forcément. Il y a des métiers, la cyber n'est pas technique, des métiers techniques et des métiers non techniques, des métiers de gouvernance, des métiers de gestion de risque. Hein, c'est par là qu'il faut qu'on commence. Et d'ailleurs, on a publié, nous, un livre. Hein, je vais montrer le livre. C'est l'année dernière, guide des métiers, des formations. Donc, c'est une étude une étude de l'OPIEC à laquelle j'ai participé. Et puis, il y a aussi la même chose au niveau de l'ANSSI, où on décrit tous les métiers qu'on peut trouver au niveau de la cybersécurité. Il y a énormément de métiers. Et puis, toutes les formations, toutes les écoles, formations continues ou formations ou sur formation courte pour accéder à ces métiers. Donc ça, c'est très, très important parce qu'encore une fois, c'est une filière inconnue et surtout une filière mal jugée. On a toujours l'impression que la cybersécurité, c'est l'adolescent à capuche qui est en train d'hacker une multinationale. Et notre rôle, nous tous, hein, je pense, les experts du métier, c'est aller expliquer ces métiers pour attirer plus de jeunes vers ces métiers. Si j'ai répondu à la question, Rosie. Très bien, Nassira. Mais à ce stade du débat, j'ai deux remarques. La première, est-ce qu'on est toujours face à un ado boutonneux à papuche derrière son ordinateur au fin fond de sa chambre dans l'Oregon voilà, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt face à des entreprises à part entière, des startups, voire même des scale-ups, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment grandi et qui sont organisées pour réaliser des opérations agressives, et donc du coup, on peut se demander s'il n'y a pas un État derrière pour oblitérer tout ou partie de systèmes d'information. Qui veut répondre? D'accord. Je suis tout seul, c'est pas grave. Non, c'est bon, je peux garder des trucs si tu veux. Vas-y. Voilà. Après, donc tu parlais à la fin un peu de savoir, il y avait un peu le sujet d'attribution, de savoir de manière certaine qui a fait quoi, ça c'est compliqué. Parce que justement, Internet ne connaît pas de frontières et c'est assez facile, qu'on appelle par rebond, de passer par des serveurs qui passent par des serveurs qui passent par des serveurs dans plein d'endroits différents. Certains dans des pays qui ne sont pas forcément d'une culture de collaboration avec les services occidentaux. Et donc, voilà, attribuer, ce n'est pas forcément très, très simple. Et en effet, l'adolescent boutonneux à capuche, ça reste en effet, je pense, l'image traditionnelle, mais ça c'est beaucoup plus anecdotique. Hein. Je dirais, la vraie menace, effectivement, ça vient plutôt du crime organisé. Hein, Nassira, on a bien parlé avec les cryptolockers, avec les ransomware, qui sont des gens qui chiffrent vos données, qui vous demandent des sous pour y accéder. Ça, c'est un vrai bon business. Et d'ailleurs, on voit, on parle beaucoup moins de braquage de banque, ça n'existe plus. Maintenant, les braquages, ils se font en ligne. Ils vont chiffrer vos données, c'est beaucoup plus sûr, on ne risque pas de se prendre une balle, et c'est beaucoup moins risqué si on se fait prendre, en termes d'impact, le plus souvent, et ça rapporte énormément. Donc, voilà,
ne suis pas là pour conseiller des carrières dans le crime, mais clairement, les malins, ils arrêtent les armes à feu, quoi. Ensuite, voilà. Donc, il y a d'un côté la cybercriminalité qui peut être liée éventuellement à des États, parce que ça peut déstabiliser, si on veut faire un peu de cyberterrorisme, de cyberdéstabilisation. Si vos hôpitaux sont bloqués, si votre fournisseur d'électricité n'arrive plus bien à rendre son service, ça déstabilise l'État. Hein. On voit que l'Ukraine, qui est souvent vu comme un terrain de jeu d'expérimentation pour les services d'un pays un peu plus à l'Est, a souffert de coupures de courant, a souffert de disruption de services Internet, qui sont clairement, potentiellement, des essais grandeur nature pour, un jour, on ne sait jamais, s'en servir dans un conflit plus ou moins cyber. Rajouter, excusez-moi, si je peux rajouter quelque chose, comme c'est très très important de savoir aujourd'hui que les cybercriminels se professionnalisent. Par exemple, si votre poste est victime de ransomware, on vous donne un message avec un numéro de call center à appeler pour, une fois que vous avez payé, on vous aide à déchiffrer votre disque. Ah non, mais c'est vraiment, ça se professionnalise et il y a énormément d'argent. Moi, ce que je crains, ce que nous tous, les experts du métier, qu'il y ait des morts, et on a vu, bien sûr, le premier mort de ransomware, c'est en Allemagne, quand tout un hôpital était sur ransomware, ils ont déplacé les malades, il y en a un qui est mort en cours de route, et c'est pareil aussi quand on voit ce qui s'est passé avec la station d'épuration d'eau aux États-Unis. Donc voilà, on ne veut pas être alarmiste encore, il faut rester vigilant. Ce que je veux dire, c'est vrai que ça se professionnalise, c'est plus les jeunes à capuche, les boutonneux à capuche, mais c'est des organisations qui ont les moyens et des États aussi qui ont des moyens. Oui, comme tu disais, ils peuvent t'aider également à acheter des bitcoins si tu ne sais pas comment faire. Voilà comment faire. Voilà. Ils t'aident à les payer. Vous nous racontez une histoire de fou. Mais je me permets déjà une première remarque par rapport à tout ce que vous avez dit et ensuite j'introduirai deux choses et je demanderai à Benjamin de me donner un coup de main là-dessus. Déjà, la première, c'est que quand on regarde l'histoire, ce que vous êtes en train de me dire, ça me rappelle la ligne Maginot. Vous savez, on a décidé en Première Guerre mondiale de se mettre le long de la frontière allemande en disant « on les attend ». Ils sont passés par la Belgique, donc on s'est un peu retrouvés, voilà, bref, heureusement qu'il y a les taxis. Et la deuxième, en 1939, on a dit on ne va pas se faire avoir deux fois, on va bien faire la ligne Maginot, et ils sont repassés par la Belgique. Hein, pareil, histoire de rigoler. Donc, est-ce que la meilleure des défenses n'est pas plutôt l'attaque? Et là, pour le coup, je dirais, reprenons l'exemple de Napoléon, hein, on va fêter les 200 ans de sa mort très bientôt, au mois de mai. Donc, du coup, est-ce que nous, en face, on a une politique active, non pas simplement dans le passif, à savoir la défense, mais le milliard que Emmanuel Macron a mis sur la table, le campus cyber qu'on est en train de créer dans le 92, est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, est-ce qu'on ne prend pas les choses en main au travers des différentes nations? Vous avez aussi dit tout à l'heure qu'il y avait des nations qui n'étaient pas forcément dans la coopération, en pointant du doigt un pays qui est dans l'Est de l'Europe. Est-ce que parfois la meilleure défense, ce n'est pas plutôt l'attaque ou la dissuasion nucléaire, à savoir que si vraiment vous faites ça avec, je suis désolé, dès l'instant où on commence à avoir un call center, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui sont là pour répondre, dès l'instant où vous avez, bah, il y a un moment, j'ai envie de vous dire, bah, on prend nos responsabilités et puis on va leur mettre des baffes, quoi. Marc, tu veux intervenir? Je t'écoute. Voilà, pardonnez-moi. Oui, je veux réagir parce que, en fait, moi, je suis venu à la cybersécurité justement parce que j'étais plutôt un spécialiste de l'intelligence concurrentielle et du renseignement économique. Et je dois dire que l'intelligence compétitive, appelons ça comme ça, fait partie d'une des faces d'une médaille qui est la médaille de la pérennité de l'entreprise. Et si l'intelligence compétitive est une des faces de cette médaille, la deuxième face, c'est la cybersécurité, c'est la protection des données. D'un côté, quand vous êtes dans un processus d'intelligence compétitive, vous allez chercher de l'information. Vous allez chercher l'information sur votre marché et sur vos concurrents, vos compétiteurs.
Et puisque vous avez cette démarche qui est une démarche offensive, puisque c'est pour assurer non seulement la pérennité de votre entreprise, mais surtout développer des parts de marché, parce que vous êtes là pour développer cette entreprise et donc la faire grandir, la faire évoluer, la projeter par exemple à l'international si vous n'avez dans un premier temps qu'une action sur votre marché national. Et donc pour faire de la prospective stratégique, vous devez aller recueillir de l'information et de l'information de plus en plus précise. Et c'est pour ça que c'est une démarche offensive. J'emploie le mot offensive parce que c'est une action vraiment déterministe et déterminée. Et lorsque vous faites ça, vous apercevez que certains de vos compétiteurs sont plus ou moins protégés ou laissent libre accès à de l'information que vous auriez plutôt, vous, intérêt à protéger. Donc, c'est pour ça que je dis que la pérennité de l'entreprise, c'est d'avoir une action effectivement offensive, prospective, et j'appelle ça de la prospective stratégique, mais vous devez absolument aussi protéger vos savoir-faire, protéger la valeur ajoutée de votre entreprise sur ce marché. Et donc, vous ne pouvez pas considérer la sécurité, la prospective stratégique sans considérer la sécurité de vos propres données. Voilà. C'est une démarche globale. L'un ne va pas sans l'autre. Et si vous n'avez pas conscience de la valeur de vos actifs, ben vous ne pourrez pas les protéger. Et, sincèrement, je fais le parallèle. Il faut toujours simplifier les choses. Alors, on ne peut pas les simplifier à l'extrême, on est dans un monde complexe, mais pour que les gens comprennent, il faut le monde virtuel, le monde digital. J'aime pas le mot virtuel d'ailleurs parce que on n'est pas, quand on traite de numérique et de digital, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le concret, c'est du réel. Mais il faut le comparer au monde physique. Voilà, le bon mot, c'est le monde physique. Il y a le monde digital et le monde physique. Autrefois, vos contrats, vous les mettiez au coffre. Vos lingots d'or, vous les mettiez au coffre. Et vous les mettiez dans une banque qui était sécurisée. Et les banques, se faisant attaquer parce que la valeur était à l'intérieur de ces banques, eh bien, elles mettaient des systèmes de plus en plus performants pour éviter les intrusions. Eh bien, dans le monde digital, c'est le même comportement. Vos valeurs, vous allez les sécuriser dans un environnement protégé. Et comme les attaques sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, eh bien, il faut renforcer la sécurité des choses qui ont de la valeur. Mais le point de départ, c'est de savoir ce qui a de la valeur chez vous. Et donc, il faut bien connaître votre métier et c'est là que ça permet de, si vous voulez, ça oblige à renforcer les processus de connaissance de son entreprise, de connaissance de sa méthodologie, de l'expertise métier. Ça oblige les gens à être de plus en plus professionnels à tous les stades et à tous les échelons de l'entreprise. C'est vraiment une bataille collective. Merci Marc. Mais là encore… Oui. On est encore… Qui a dit je? Non, c'est moi, c'est Benjamin. Ouais. Je voulais juste réagir, mais vas-y, Emmanuel. Ouais, en fait, on est sur une escalade face à la technologie. Donc, d'un côté, on a des professionnels du hacking ou de la cybermalveillance qui se développent. En face, nous, on est obligé de se développer non-stop. Mais je vois l'État là, qui lâche un budget d'1 milliard d'euros. C'est la partie émergée de l'iceberg ou il y a d'autres choses derrière? Tu voulais réagir, Benjamin, donc je vais te laisser réagir. Oui, non, je voulais réagir assez globalement par rapport à des propos que tu as tenus et ceux de Marc aussi. D'abord, je voulais réagir puisque tu as parlé de Lynn Maginot. Donc, tu as utilisé quand même un vocabulaire guerrier. Donc, tu estimes que c'est une guerre des tranchées aujourd'hui. Effectivement, on peut se dire que bon, après, je connais pas les chiffres, hein, soyons clairs, mais peut-être qu'on peut se dire que, puisqu'on a parlé jusqu'à présent de modèle économique, enfin, en tout cas, sur le plan économique et politique, mais on peut effectivement parler sur le plan géopolitique, on en a aussi un petit peu parlé, et on peut se dire qu'il y a une mouvance des modèles. Une mouvance des modèles, d'abord, ça peut être effectivement le modèle de la guerre classique qu'on a connu. Eh bien, il y a une mouvance. Aujourd'hui, on est sur un terrain de guerre qui n'est plus le même, qui est alors soit plus physique, mais je pense pas, parce que je suis assez d'accord avec Marc, parce que on n'est pas totalement sur du virtuel, on est sur des modèles hybrides aujourd'hui. Donc effectivement, on utilise des termes guerriers, et je pense qu'effectivement c'est une guerre aujourd'hui qui est déclarée et qui nécessite, comme tu le dis, des investissements à hauteur de plusieurs milliards d'euros, comme on a aujourd'hui des investissements à plusieurs zéros, j'ai envie de dire, au niveau de nos armées.
Quoiqu'il faudrait quand même comparer les chiffres entre les investissements qui sont faits en cybersécurité et les investissements qu'on fait aujourd'hui dans, j'ai envie de dire, l'armée traditionnelle. L'autre point que je voulais dire, c'est le modèle, toujours ce fameux modèle. On l'a vu hein, avec notamment des moteurs de recherche comme Google. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une mouvance aussi des modèles, des entreprises. On était sur une valeur ajoutée, sur la valeur d'entreprise, c'est quoi, c'est qui? C'est les ressources humaines, entre guillemets. Et on a vu commencer à voir se déplacer un modèle qui nous montre aujourd'hui que l'entreprise, elle est valorisée par ses hommes et ses femmes. Après, il faudra voir aussi sur d'autres thématiques qu'on pourra aborder sur d'autres ateliers ensemble. Mais la donnée est devenue cruciale et peut-être la question à se poser, c'est est-ce que la donnée aujourd'hui est devenue une valeur plus importante dans l'entreprise que la valeur humaine jusqu'à présent? Comme je disais, on l'a vu avec des moteurs de recherche comme Google. Aujourd'hui, la valorisation de ces entreprises, elles sont faites sur deux choses, la data et les algorithmes, en tout cas ces facultés à aller le plus vite possible récupérer, en tout cas retourner un résultat qui est demandé et surtout un résultat pertinent. Donc voilà, moi je voulais réagir là-dessus et je me dis qu'aujourd'hui, plus largement sur la cybersécurité, on pointe peut-être du doigt une transformation de nos modèles classiques, tant sur les valeurs de l'entreprise, par quoi, qui elle est constituée, cette valeur, et tant aussi sur des nouveaux terrains de confrontation. Et effectivement, cela impose aux politiques de mettre des investissements importants. Après avoir aussi, puisqu'on a vu qu'on crée aussi de nouveaux emplois, il y a de nouveaux rôles qui apparaissent dans les entreprises, mais néanmoins, il faut se poser la question sur ce qui est derrière ces notions de cybersécurité et possiblement une transformation de plusieurs modèles qu'on connaît aujourd'hui au sein de notre société. Voilà ce que je voulais dire. Merci Benjamin. Justement, en parlant Emmanuel, de… pardon, oui. Emmanuel, j'ai des questions justement par rapport à cela. Donc, est-ce qu'on prend une série de questions, après donner peut-être la parole à Sabine, parce qu'il y a des questions aussi d'ordre juridique. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? On garde les questions pour la fin, c'est comme vous voulez. Ouais, on a 2 points à voir et après on prend les questions, ça vous va? Donc du coup, on s'équipe, on s'organise et on se forme. Les formations, les métiers du cyber aujourd'hui. On a vu que Emmanuel Macron avait lancé le camp cyber. En termes de formation aujourd'hui, est-ce qu'on est au carré? Est-ce qu'on fait suffisamment le plein? Est-ce qu'en termes de féminisation, on a compris que les femmes étaient pas assez représentées dans ce métier? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ce sujet-là? Nassira, tu veux peut-être intervenir? Oui, j'ai parlé un peu de l'information et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les statistiques, les dernières statistiques montrent qu'il y a à peu près qu'on a du mal à dépasser les 20% de femmes dans la cyber. La dernière étude de Kaspersky montre, elle date d'il y a quelques semaines, les 2 dernières années, on connaît un peu plus de présence de leadership des femmes dans la cyber, mais c'est pas parce que la cyber, c'est de façon globale dans le numérique. Accessoirement, la cyber, c'est encore vu comme un métier technique du jeune à suite à capuche, ce qui est faux, hein, c'est ce qui est totalement faux. Les femmes peuvent faire ces métiers, même s'ils sont techniques, on peut s'épanouir à faire ces métiers. Et pourquoi pas les femmes peuvent mettre des capuches, hein. Elles peuvent mettre des capuches aussi, oui. Et d'ailleurs, je remontre le livre qu'on a publié l'année dernière. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité, où il y a des portraits de 23 cyberwomen qui parlent de leur métier, de ce qu'elles font tous les jours. Hein. Moi, je pense que même s'ils sont techniques, ils sont passionnants. Moi, les 3 dernières années, j'ai eu à gérer 5 crises cyber. C'est très passionnant, c'est très intéressant. Je suis un peu schizophrène, mais j'adore ces situations où il y a de l'adrénaline, où c'est dynamique, où ça bouge. On fait appel à tous ces sens. Donc, ce n'est pas réservé pour les hommes. Nous, depuis 5 ans, on a créé l'association, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui compte, Sabine a fait partie de l'association, qui fait partie de cette famille d'associations pour promouvoir ces métiers auprès des femmes, pour leur dire il y a des métiers dynamiques, intéressants, passionnants, qui payent bien aussi, hein, il ne faut pas le cacher tant qu'il y a de la demande, et aussi qui peuvent faire ce métier, pourquoi pas. Mais les stéréotypes du numérique, de l'informatique pour les hommes,
Et puis, les femmes peuvent faire autre chose. Il existe encore. Il y a encore, il y a encore ce stéréotype. Et les femmes dans la cyber souffrent plus, encore une fois, par la méconnaissance de la filière, mais elle est mal jugée aussi, la filière. Et ça fait fuir les femmes. Donc, nous, dans cette association, on va promouvoir tous ces métiers auprès des femmes, mais aussi on va promouvoir les femmes dans ces métiers. Et d'ailleurs, on a organisé en octobre dernier le premier trophée de la femme cyber. On a eu pratiquement 220 candidatures, d'excellentes candidatures de profil, pratiquement à faire tourner la tête. Et donc, dans l'association, on forme, on accompagne, on aide les femmes, on fait découvrir ces métiers. Et on espère que quelque part faire changer les statistiques dans les prochaines années. Mais je me permets, parce que du coup, donc on a bien parlé des formations, et effectivement, c'est un métier qui va se féminiser parce qu'on a besoin de ces compétences et de ce savoir-être. On a aussi aujourd'hui une action du gouvernement qui a mis sur la table 1 milliard. Donc, c'est intéressant de comparer ce milliard investi par rapport au marché. Combien aujourd'hui le hacking, le hameçonnage, voilà, ça représente combien en centaines de milliards face à notre petit milliard? Est-ce qu'on n'est pas un peu petit bras sur le sujet? Qui veut intervenir là-dessus? Je veux bien intervenir. Vas-y. En tant que j'allais dire, comme de terrain, quand le gouvernement parle de milliards, c'est très abstrait pour moi. Où va aller ce milliard? Comment il va être dispatché? Est-ce que les entreprises qui ont le plus de besoins vont être servies? Ce n'est pas forcément évident. Il y a généralement des effets d'annonce et puis dans la réalisation, énormément de pertes en ligne. C'est pas une intervention politique, hein, parce que c'est juste très concret. On fait des annonces, on annonce des grands chiffres, mais quel est le plan derrière? Quelles sont les actions concrètes? Or, visiblement, on n'en sait pas plus que ça. Les besoins en termes de formation, ils sont évidents. Mais c'est pas les formations existent, c'est les candidats qui font parfois défaut. Et c'est surtout des spécialistes, on n'en manque pas en France, hein, à tous les niveaux, hein, la sécurité des réseaux, la sécurité hardware ou logiciel. Ces spécialistes existent. Les efforts à faire, c'est plutôt sur les comportements, en fait, hein. C'est au niveau des utilisateurs. Et ça, dans l'entreprise, ce sont des budgets qui sont difficiles à dégager parce qu'on met de l'argent sur des choses qui sont peut-être plus concrètes pour les dirigeants. Mais ils ne s'aperçoivent, c'est le pompier qui parle, hein. On met des extincteurs à la maison souvent quand on a une mauvaise expérience, quoi. Alors, j'en reviens au début de l'intervention que l'on fait aujourd'hui. On a commencé par l'aspect juridique. Effectivement, si le cadre législatif vous contraint à avoir un extincteur dans votre cuisine, eh bien, vous avez limité les risques. Et c'est finalement que, comme dans l'univers sanitaire, vous savez, c'est la proportion bénéfice-risque. Quel risque je suis capable d'accepter? Et si je ne suis pas prêt d'accepter ces risques, comment je fais pour me protéger? Et ça, alors j'en reviens au milliard. Le besoin, pour moi, dans cette chaîne, hein, qui ne vaut que par son maillon le plus faible, le besoin le plus criant aujourd'hui, c'est sur le comportement humain. Voilà. Et là, je ne pense pas que ce milliard aille sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. François-Xavier, tu voulais compléter? Oui, pour préciser, moi j'avais un peu regardé justement le contenu de ce milliard parce qu'il y a un volet de ce milliard, une petite partie qui s'appelle le grand défi cyber, et mon entreprise a été lauréat pour quelques dizaines de milliers d'euros pour développer une sorte de navigateur sécurisé. Bon, je ne suis pas là pour faire de la pub et ce n'est pas le cœur de métier de mon entreprise, mais même si c'est super intéressant. En fait, je crois qu'il y avait 4 axes dans ce fameux milliard. Il y avait effectivement un axe sur la formation, pour soutenir la formation et tout ce qui est toute l'action de sensibilisation
pour renforcer le financement de, vous connaissez cybermalveillance.gouv.fr, parce qu'on a parlé de l'ANSSI, mais l'ANSSI n'a pas les ressources d'aider en cas de problème tout le monde. Ils aident surtout les grandes entreprises, les fameuses OIV, opérateurs d'importance vitale, et tous ceux qui contribuent. Mais il y a cybermalveillance.gouv.fr qui fournit pas mal de bons tuyaux et de contacts. Il y a le campus cyber pour renforcer la synergie entre les acteurs de la filière cybersécurité. Et puis aussi tout ce qui est développement de solutions souveraines. Alors ça, c'est à regarder avec prudence, hein, parce qu'on connaît les expériences de cloud souverain dans le passé qui ont été de magnifiques échecs. Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence politique globale. Du temps du fameux, petite parenthèse, du cloud souverain, on a donné plein de sous à des acteurs français pour acheter finalement du cloud américain au niveau de l'État. Donc voilà, il faut aussi avoir une cohérence complète au niveau de l'État. Voilà en gros pour moi à quoi sert ce milliard. Mais c'est plus, en effet, 1 milliard, ça ne suffit pas, mais c'est une impulsion, c'est une graine qui doit vous donner des belles plantes après. Après, voilà, il y a toute une exécution qu'à mettre derrière. Ça a repris des programmes déjà existants, ça en a renforcé certains. Voilà. Mais il y a un comité de stratégique de filière et d'Institut de sécurité qui cherche justement à donner l'éclairage concret des entreprises, du privé, sur la stratégie gouvernementale. Et ça, c'est intéressant, c'est ce partenariat qui se crée. Mais justement, je me permets de reprendre. En fait, j'ai bien compris qu'au final, il faut que ça vienne de nous, que ce soit les entreprises à elles, parce que je vois une question qui passe. On dit, bah, mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles font pour séduire les candidats? Ah, ça, c'est pas faux. Le problème vient aussi de nous. Et je vous entends parler de cybersécurité. Vous avez beaucoup insisté sur les opérations agressives qui viennent effectivement à empêcher les hôpitaux de tourner, à oblitérer des choses, mais également à voler de la donnée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau de la société, que les gens, hein, vous, moi, le premier, on n'a pas compris la valeur de nos données et que face à cette révolution industrielle qui est le monde de la cyber, les gens ont perdu de vue que les données valent peut-être beaucoup plus cher aujourd'hui que l'or ou le pétrole. Qui va intervenir là-dessus? Je crois que Nassira, on avait échangé sur ce sujet la dernière fois. Ouais. Revenir sur le sujet. Oui, d'ailleurs, il y a des statistiques. Hein, il y a une étude récente qui montre que les Français sont ceux qui se soucient le moins de la protection de leurs données, qui a quand même une grille qui est importante. Il faut voir ce qu'on met sur sa vie privée sur Facebook, sur Twitter. On dévoile trop sa vie. On ne sait pas que ces données-là sont revendues par la suite, ces données-là sont réutilisées, sont exploitées, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, remarquez WhatsApp qui vous dit, parce que justement, Sabine a parlé du GDPR, du règlement européen pour la protection des données personnelles, où ceux qui vont demander vos données personnelles vous demandent le consentement. Oui, je suis d'accord pour que Facebook utilise mes données et les vende. Vous cochez certaines applications, si vous ne cochez pas ce consentement, vous ne pouvez pas utiliser l'application. Et on a bien vu comment WhatsApp est revenu en arrière en imposant à ses utilisateurs par défaut de donner leurs données personnelles, et comme tout le monde est parti sur Signal ou sont partis sur d'autres réseaux sociaux, ils sont revenus en arrière, ils ont poussé jusqu'à mai l'application de cette règle. Mais avant, ce qu'il faut savoir, avant ils utilisaient nos données. Toutes nos données, par moment, Facebook vous connaît mieux que votre femme ou votre mari ou votre fils ou votre mère. Ils vous connaissent mieux. On met tellement d'informations, de données sur nous, sur ces outils-là, que par la suite, on perd tout. On perd la maîtrise de nos données. Et il est là le danger. Donc aujourd'hui, c'est par manque de sensibilisation aussi. On va parler de notre sujet, le cyberharcèlement, par exemple. C'est d'actualité quand même. Cyberharcèlement, quand les jeunes, si on ne leur explique pas dès le jeune âge, et moi je me bats depuis une dizaine d'années pour que l'éducation nationale instaure dès le jeune âge des modules ou des formations
je ne dis pas la maternelle, mais à partir d'un certain âge, les enfants vont savoir utiliser les outils, les smartphones et tous les outils numériques avant de savoir lire et écrire. Ils sont confrontés à tout type de violence du contenu. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on explique très, très vite le danger, justement, les dangers de ces outils, comment mieux les utiliser et comment aussi faire attention à sa vie privée, à ses données personnelles et expliquer ce que font les autres quand ils ont une donnée Facebook, Microsoft ou tout le monde. D'ailleurs, si on revient sur le cloud souverain, le seul pays européen qui a signé avec Microsoft que les données restent dans le pays, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui peut utiliser dans les data centers en Allemagne des données des Allemands. Donc, c'est très, très important. Une question très, très importante. Et je pense qu'on ne fait pas assez en termes de sensibilisation, en termes d'explication. Et je pense aussi qu'il faut le faire très, très jeune. Dès que les enfants commencent à comprendre comment utiliser la tablette ou le téléphone, c'est important de parler de ces dangers. D'accord. Alors, justement, tu parles de cyberharcèlement, de vol de données, on peut littéralement nous déshabiller sur le web au travers de toutes les données qu'on a. L'avocate Sabine, là-dessus, est-ce que tu veux intervenir? Parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire justement sur ces cybermalveillances qui entraînent effectivement des catastrophes sur le plan personnel. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la protection, le droit est là pour protéger les données personnelles, c'est-à-dire protéger la vie privée. Seulement, les personnes ont aussi la liberté d'expression et en fait, les personnes adultes, les plus jeunes surtout, ne mesurent pas les conséquences de cette exposition. C'est-à-dire que l'on parle de soi, c'est une chose, mais jusqu'où il y a une intimité, un choix d'exposition d'intimité qui peut mettre en danger les personnes. Et en fait, cette protection de la vie privée, si on n'en a pas conscience, elle va être malmenée par cette volonté de s'exposer, de devenir célèbre sur le net, et puis par un souci de facilité, parce qu'on est pressé, on clique, on n'a pas le temps de vérifier, de réfléchir, et donc les personnes vont être un peu victimes de leur propre exposition. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est important de les former, de les sensibiliser, qu'elles connaissent leurs droits, qu'elles connaissent les conséquences des technologies. Et sur le cyberharcèlement aussi, c'est une menace qui se développe. Il y a des droits, mais encore une fois, le droit est là et ne peut s'inscrire que dans un mécanisme de prévention et ne suffit pas. Il est là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'armes, beaucoup de moyens, mais ça ne suffit pas puisque effectivement, il faut former et il faut sensibiliser les utilisateurs de tout âge. D'accord, merci beaucoup. François-Xavier, tu avais une remarque, je vais te laisser la parole et puis après tu concluras un petit peu pour toi cet atelier et ensuite on viendra aux questions une fois que tout le monde aura conclu. François-Xavier, je te laisse la parole. Oui, d'accord. Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui avait été dit par nos deux intervenantes précédentes sur la sensibilisation et en particulier du public français. Il y a une évolution quand même, je trouve, même si effectivement dans sa vie privée, je crois, on reste complètement, on a baissé la garde. Mais avec le RGPD, toute la publicité qui est autour, la publicité qui est sur les amendes vis-à-vis des entreprises qui sont fait voler même des données, qui ont été jugées comme étant insuffisamment précautionneuses par les régulateurs, je pense que ça a contribué quand même à une prise de conscience. Pas du tout, je pense, les fameux écrans, les pop-up qui disent accepter les cookies ou aller voir ailleurs. Bon, ça, c'est vraiment une nuisance et je pense que c'est une perversion de l'esprit du RGPD, cet écran des cookies. C'est peut-être compliqué à faire, mais clairement, en tant qu'utilisateur lambda, moi, je trouve ça insupportable. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant de naviguer qu'avant, sans être plus protégé, parce que le fait de cliquer, tout le monde clique sur accepter parce qu'on n'a pas que ça à faire. C'est très rare qu'on prenne le temps d'aller en savoir plus et puis sélectionner les cookies qu'on ne veut pas avoir. Donc ça, je ne pense pas que c'est la bonne façon de répondre à l'esprit de la loi. Mais bon, mais quand même, voilà, vu tout le bruit qui est autour, même le Privacy Shield a fait du bruit quand même dans les journaux de grand public. Donc il y a eu une prise de conscience, même s'il n'est pas toujours traduit des faits dans ces comportements privés. Et juste pour dire un dernier mot sur l'amitié cybersécurité,
je crois qu'on peut venir à la cybersécurité à tout moment de sa vie. C'est-à-dire, on parle maintenant de formation tout au long de la vie. Dans le livre montré par Nassira, on parle de différentes formations, que ce soit des formations initiales ou continues. Moi-même, vu mon âge, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas de formation cybersécurité. Donc, je suis formé sur le tas, j'ai passé des certifications, je continue à en passer et plein de professionnels de la sécurité le font. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard pour évoluer, il suffit de garder cette curiosité. Et je donnais, quand on discutait avant l'émission, je donnais l'exemple de ma fille aînée qui est en dernière année de Sciences Po, de master de Sciences Po. Sciences Po, c'est une super formation, mais ce n'est pas réputé pour cette cyberinformatique. Mais voilà, elle est maintenant en stage, elle est analyste défense et sécurité. Parce que ça l'intéressait, parce que c'est formé, parce qu'elle a échangé avec Nassira et des personnes comme elle qui ont donné envie. Voilà, et ça, c'est vraiment une bonne illustration que, quelle que soit son origine, en effet, il y a plein de métiers dans la cybersécurité et on peut se former tout au long de sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Marc? Oui, juste une petite réflexion sur la séduction de la gratuité de certains services. Et il faut quand même savoir qu'il y a une phrase qui marche bien et qui marque les esprits, c'est qu'il n'y a que dans les pièges à rats que le fromage est gratuit. C'est-à-dire que si vous ne payez pas le produit, c'est donc que vous êtes le produit. Alors, c'est qui vous? C'est vos données, vos coordonnées, l'information sur vos habitudes, sur vos recherches, sur vos préférences, vos codes secrets. Tout ça vaut bien plus que le service qui vous est rendu. Et si vous n'avez pas conscience que finalement, rien n'est gratuit, qu'il y a toujours dans l'entreprise, il faut de l'argent pour se développer, eh bien, si vous avez conscience qu'à partir du moment où vous offrez un service, c'est que vos données, tout ce que vous allez faire à travers ce service a de la valeur, eh bien, vous devez prendre en compte le bénéfice et le risque. Et si vous n'avez pas conscience de ça, eh bien, vous laissez la porte ouverte à toutes les dérives. Emmanuel, l'heure passe et j'ai les questions. Bon, vous avez quasiment répondu, voilà, sur certaines en tout cas. Mais moi, une des questions, on entend parler des cyberattaques, mais jamais d'arrestation et de poursuite. On ne sait pas qui se trouve derrière, etc. Donc, peut-être que Sabine, Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que du point de vue du grand public, on est un peu désespéré parce qu'on dit toujours, voilà, on ne sait pas et il n'y a pas d'arrestation. Alors, c'est un peu excessif parce qu'en fait, il y a des poursuites qui vont être discrètes, bien entendu, qui vont se faire dans le temps, qui sont complexes, comme François-Xavier l'a indiqué. Ça prend du temps pour déterminer l'origine des attaques, pour collecter des preuves. Et puis après, il y a le temps judiciaire qui est très long, qui est beaucoup plus long que le temps d'Internet. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas être caricatural complètement parce qu'en fait, il y a des réussites. Si on lit la presse, on voit des arrestations, on voit de la coopération européenne des différentes forces judiciaires. Donc, en fait, il y a des sanctions. Elles ne sont pas fréquentes puisqu'en fait, c'est très compliqué d'identifier et quand on identifie, c'est très long. Et puis après, c'est difficile de faire exécuter des décisions judiciaires quand c'est en dehors du territoire national. Mais il y a des progrès discrets, il y a des progrès et moi j'ai envie qu'on reste optimiste parce qu'il y a vraiment une volonté de coopération, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine judiciaire. François-Xavier, tu voulais rajouter quelque chose sur Demotet et Europol? En illustration, en effet, c'est compliqué, ça prend du temps, mais il y a des vrais succès. Je crois que ça fait un peu de bruit fin janvier, je crois, lorsque Emotet a été démantelé. Alors, Emotet, ça a été un des vecteurs principaux en 2019-2020 pour la mise en place de ransomware, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a eu une vraie coopération pilotée par Europol avec les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Ukraine et d'autres qui ont amené pas mal d'arrestations en Ukraine, justement, et qui a démantelé ce réseau. Donc, ils ont servi pas mal de matériel. D'ailleurs, on a vu que le matériel était
beaucoup moins moderne que ce que peuvent avoir les défenseurs, mais en tout cas, ces gens-là, avec des vieux PC et quelques gens brillants, ont réussi quand même pendant quasiment 2 ans à tenir en haleine la planète et à rançonner une bonne partie des hôpitaux et autres. Voilà. Donc, il y a des succès. Il y a encore récemment encore un Ukrainien, je crois, qui a été jugé, qui était pour des questions de cyberblanchiment et était jugé aussi à l'origine, mais ça n'a pas été prouvé d'un autre malware. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des très grosses opérations se voient, mais en effet, c'est compliqué, c'est complexe et souvent, les attaquants sont en effet dans des pays qui ne sont pas forcément collaboratifs, voire soutiennent ces groupes. Ok, merci. On reprend une question ou on laisse Nassira conclure peut-être? J'ai une question à nouveau. Bon, la formation, vous avez répondu. Est-ce qu'on doit se faire accompagner par un avocat spécialisé systématiquement dès qu'on pense à la création d'une entreprise pour se protéger et se faire accompagner pour éviter justement tous les autres problèmes? Je vais laisser la parole à l'avocate, mais quand on monte une entreprise, il faut forcément s'entourer de spécialistes. Et là, pour le coup, je prends l'avocate, je vais te laisser répondre. Mais on est bien d'accord qu'en plus du droit des sociétés, en plus du droit social, en plus du droit commercial, en plus des droits internationaux, on est bien d'accord que le droit cyber, c'est devenu pas du tout accessoire, c'est obligatoire. Alors, merci Emmanuel de faire la promotion des prestations des avocats. Effectivement, créer une entreprise, c'est gérer des risques. Et donc, on a intérêt à les analyser tôt et puis trouver des parades juridiques, mais pas que juridiques. Donc, les aspects numériques étaient un peu, comment dirais-je, oubliés, mais les entreprises ont intérêt à organiser leur contrat, leur process, leur fonctionnement avec les conseils d'un avocat. Je ne pourrais pas dire le contraire. Et ce que je dirais de pratique, c'est que quand cela est fait assez tôt, cela va être plus simple, ça va entraîner moins de frais pour une entreprise que d'attendre d'avoir un problème, et parce que là, on ne maîtrisera pas le temps. Donc oui, les startups, et beaucoup le font maintenant, ont intérêt à intégrer les aspects juridiques, compris numérique et cybersécurité, très tôt dans leur process. Et je compléterai aussi en disant qu'il existe des assurances qui vont justement couvrir les frais juridiques et les frais techniques lorsque vous avez été victime d'une cyberattaque. Mais pour ça, il faut prendre l'assurance avant de se faire cyberattaquer ou cyberhacker. Donc, faites très attention à ça. Nassir, une question? Sur ce point-là, peut-être préciser, en effet, je suis d'accord pour la cyberassurance, c'est indispensable dans nos cas. Et c'est d'autant plus intéressant que ce marché est maintenant plus mûr qu'il n'y a été il y a quelques années. Et donc, avant d'accepter de votre souscription, l'assureur s'assure que vous respectez comme un certain nombre d'hygiène en termes de sécurité, dont parlait Marc tout à l'heure. Et donc, c'est le double effet qui se coule. Donc, à la fois, vous êtes protégé en cas ou aidé en cas d'attaque, mais également, vous renforcez vos défenses grâce à ces souscriptions. Ok. Encore une question? Et je ne travaille pas chez un assureur. Encore une question, on passe en conclusion. Rosie, toi qui es la gardienne du temps. Rosie? Bon, d'accord. Nassira, je te laisse conclure pour ta partie. Non, mais le micro, c'est Rosie. Voilà. Oui, la question de souveraineté, mais je crois qu'on en a parlé. Donc voilà, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Mais François-Xavier Vincent, vous en avez parlé. Donc, du coup, je pense qu'on peut conclure et on se rend bien compte que c'est vraiment un débat qui va se poursuivre. C'est un très vaste sujet et complexe. Et moi, j'ai retenu vraiment, nous sommes en guerre, au fait. C'est vraiment une guerre sur la toile. Et aussi le côté hygiène comportementale, c'est ça ce que tu as dit, Marc? Oui, c'est l'hygiène comportementale. Finalement, il faut accepter la technologie.
quand vous fabriquez un avion de 800 places pour aller plus vite et transporter plus de monde, sachant que l'avion est certainement le moyen de transport le plus sécurisé, il faut accepter que si un jour un problème se passe, eh bien, il y ait 800 morts. Voilà. La technologie, c'est aussi une médaille à deux faces. Il y a tous les avantages et il y a les inconvénients. Donc, il faut avoir conscience du jeu auquel on joue. Il faut en connaître les règles et il faut être totalement éveillé. Donc, effectivement, il faut s'attacher les services de spécialistes dans le domaine du droit et puis il faut s'entourer des meilleurs techniciens parce que la maîtrise de la technologie, c'est essentiel. Et puis, au niveau comportemental, au niveau de l'humain, eh bien, il faut peut-être aussi savoir débrancher. Alors, en guise de conclusion, pour ma part, je me remémore une chanson qui était providentielle bien avant l'heure du web. C'était en 84, Michel Berger disait « Débranchons tout ». Alors, si je peux paraphraser, il disait « Le monde ne tient qu'à un fil. Restons maîtres du temps et des ordinateurs », il disait déjà. Coupons les machines à rêve, n'attendons pas la fin de la nuit, coupons la lumière et coupons le son, débranchons, revenons à nous, débranchons tout. Alors, au niveau personnel, c'est sûr que tout ça a du sens parce qu'aujourd'hui, autrefois, j'allais dire, quand vous étiez dans un restaurant, il n'était pas rare de voir deux personnes face à face regarder leur téléphone et quelque part, c'était très triste. Donc, la technologie, c'est merveilleux, mais elle doit être au service de l'homme. Et comme l'homme n'est pas parfait, eh bien, il faut accepter les imperfections. Et voilà en guise de conclusion. Il y a beaucoup d'optimisme dans mes propos. La technologie, c'est extraordinaire, ça permet de gagner du temps, ça ouvre de nouveaux horizons, mais il faut savoir aussi pouvoir s'en passer de temps en temps parce que l'interaction sociale, s'intéresser à l'autre, c'est quand même pas mal. Wow, cyber et poète, formidable. Benjamin, est-ce que tu veux conclure de ton côté? Oui, merci. D'abord, un grand merci à toutes et à tous pour vos interventions. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Bon, je dirais juste pour conclure, je dirais 3 mots, éducation, sensibilisation, éducation et pédagogie, sensibilisation, et peut-être malheureusement investissement. Et on le sait, sur ce secteur-là, ce sont des investissements qui sont lourds. Et malheureusement, ça peut aussi créer un fossé entre certaines entreprises et d'autres, et du coup créer une sorte de différenciation parce que cela requiert des investissements coûteux. Mais je crois que c'est crucial aujourd'hui parce qu'on est dans un environnement de data, on est dans un environnement hybride et que en fait notre entreprise s'est aussi déplacée dans un univers qui n'est plus que physique et il faut, comme on le faisait et comme on le fait sur la protection aujourd'hui, entre guillemets, physique, le modèle de l'entreprise se déplaçant aussi, il faut qu'il soit accompagné par sa propre protection de données, de ses ressources. Encore une fois, je dirais juste pour conclure, on parle beaucoup de données, on parle beaucoup, j'ai envie de dire, d'investissement, de moyens techniques et technologiques. Pour moi, la première ressource de l'entreprise, ça reste les femmes et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Merci Benjamin. Donc oui, en conclusion, on a bien compris que le cyber, c'était plus qu'une évolution, c'est carrément une révolution. Avant, il y avait la donnée, il y avait l'argent qui était un moyen d'échange. Aujourd'hui, on se rend compte que la donnée est devenue une ressource à part entière, une ressource qui vaut très très cher. On a compris qu'il y avait donc le matériel, le logiciel, l'humain et le droit. Avec l'humain qui, je vous rappelle le cas de Cdiscount, où on n'a pas besoin d'ordinateur pour se faire voler 33 millions de données personnelles sur des clients. Il suffit aussi qu'on ait juste un directeur de centre qui ne soit pas vraiment bien honnête pour le faire. Et donc, du coup, voilà, la cyber, effectivement, c'est une guerre à part entière qu'on est en train de se livrer et en train de j'espère, gagner avec des investissements et donc des États qui ont compris le rôle que le cyber pouvait jouer. Je vous retrouverai donc dans un mois avec d'autres spécialistes où l'on parlera d'inclusion et d'impact psychologique sur la transformation du monde du travail parce que c'est encore une autre révolution. Le télétravail émerge et explose, d'où aussi les failles de cybersécurité qu'on a vues. Et là, on verra justement l'impact psychologique sur les gens.
avec donc une notion de management à distance, une notion de faire respecter l'équilibre vie pro, vie perso du collaborateur quand il bosse toujours de chez lui. Ça devient compliqué. Et tout ça, on le voit ensemble le mois prochain, toujours chez nos hôtes adorés qui sont la mairie du 17e. Je te remercie beaucoup, Benjamin, pour ton accueil toujours parfait et ta bienveillance. Et donc, je compte aussi sur ta présence. Merci à tous nos invités. Merci à Nassira Salvan, à Sabine Marcelin. Merci à François-Xavier Vincent aussi, à Marc Germain. Merci de nous avoir éclairés. Merci, merci, merci. Et je vous dis tous à très, très bientôt pour de nouveaux ateliers RB et associés. Et je passe la parole à Rosie et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous tous. Je pense que ça a été très enrichissant. Nous avons eu pas mal de questions et ça nous met sur d'autres pistes, je pense, pour la rentrée, de revenir sur ces sujets et voir un petit peu l'évolution, voir surtout le 1 milliard, comment ça a été donc investi. Donc, et surtout, excusez aussi la députée, donc Madame Aignan, qui n'a pas pu se joindre à nous, elle est souffrante. Donc, je crois qu'on aura pas mal de questions pour elle, si elle veut bien accepter à la rentrée de participer à un nouvel atelier, donc RB. Donc, merci pour votre expertise, témoignage et d'avoir pris du temps de participer à cet atelier. Merci à nos partenaires et merci aussi à l'équipe technique, donc à la team RB et aussi à la team de la mairie du 17e. Donc, voilà, et je vous dis à très vite. Nous restons en contact, bien entendu, parce que derrière, il y aura très certainement des participations à des interviews, etc. Donc, nous restons en contact. Merci à ceux qui nous ont suivis, de plus en plus nombreux, et je vous dis à très vite. Rendez-vous donc le 29 avril, même heure et même endroit. Merci, au revoir. Au revoir à toutes, à tous. Merci.